Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer donc. Alors, bonsoir Monsieur Onva, bonsoir Monsieur le Président Bengonossi. Bonsoir, Dr Mangara. Alors, on va... Il est en mute, il faut le dé. Voilà, attendez, je vais lui enlever le mute là. Alors, il faut enlever le mute, hein, Monsieur le Président. Ouais. Alors, voilà. Voilà, allez-y, monsieur, parlez là, je crois qu'on peut vous entendre. Je viens d'enlever. Je disais que bonsoir, enfin pour vous, bon après-midi. Voilà. Bon après-midi. Et bon après aux internautes qui nous suivent. Bon après-midi aussi, monsieur. Voilà. Vous êtes américain? Voilà. On essaie de profiter du travail des autres. Voilà. Et oui, la technologie, hein, c'est oui, exactement. Alors donc, voilà, bonsoir tout le monde. Hein. Nous sommes là donc avec Monsieur Onva comme d'habitude, mais nous avons quand même ce soir notre, on va presque dire, parrain spirituel, hein, c'est-à-dire Monsieur Bengonossi, le président du Morena, donc ce mouvement historique que tout le monde, je sais, hein, de notre génération au moins, on sait de quoi il s'agit. Donc, nous, on les appelle les premiers, hein, ceux qui ont commencé, parce qu'eux, ils ont commencé sous le multipartisme, à l'époque où c'était encore difficile d'ouvrir la bouche au Gabon. Donc, ce soir, donc, il nous a fait vraiment l'honneur d'être avec nous, et je crois qu'avec lui, nous avons quelque part une école. Hein. Nous sommes tous à son école, parce que ce sont eux qui ont en fait commencé à émettre des idées assez similaires à celles que, par exemple, nous, aujourd'hui, au BDP, on partage, hein, que, voilà, le Gabon a besoin d'alternance, et l'alternance ne peut pas se faire dans la continuité, avec un système qui, déjà, hein, à l'époque, avait plusieurs décennies, mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes quand même à la 55e année de pouvoir, n'est-ce pas, de la même famille, du même clan au Gabon. C'est ce qu'on appelle la prise en otage d'un pays. Et nous, on s'y refuse. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement à la recherche de solutions. Et ces solutions, elles commencent par un débat d'idées. Parce que vous savez, un peuple qui ne se parle pas, et quand je dis se parler, ce n'est pas dans le sens d'une certaine convivialité. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les tendances conviviales ne vont jamais marcher. Les pays ne changent que parce qu'il y a des crises. Et les crises ont besoin d'être résolues. Mais pour que les crises existent, il faut les créer. Et donc aujourd'hui, les crises qui changent un pays manquent au Gabon. Ces crises, c'est quoi? C'est simplement l'idée de refuser de continuer à faire la même chose de manière sempiternelle, sans qu'aucun résultat probant ne puisse intervenir. Donc, aujourd'hui, la question du changement se pose au Gabon. Et ce qu'on va faire ce soir, d'abord, c'est permettre d'abord à Monsieur le Président hein, de nous faire un peu l'état des lieux, ce que lui, il comprend de la situation politique au Gabon actuellement. Et après ça, on pourra donc commencer un peu, pas un débat, mais cette conversation qui va nous permettre d'éclairer une bonne partie des Gabonais, en espérant que vous en ferez l'écho dans vos familles, dans les quartiers, autour d'une bière, autour d'une bouteille de vin, et surtout, voilà, au sein de vos familles, parce qu'aujourd'hui, il est important que le message du changement continue de circuler, et le changement, il est urgent au Gabon. Nous en avons urgemment besoin. Nous ne pouvons plus continuer à tergiverser. Donc, Monsieur le Président, donc, sans plus tarder, nous vous laissons la parole. Hein. Faites-nous l'état des lieux. Dites-nous un peu ce que vous pensez de la situation politique au Gabon aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Je risque de ne pas être assez long ce soir parce que chaque Gabonais se demande dans quel pays il se trouve, dans quel système il se trouve. Est-ce que c'est la dictature
est-ce que c'est la démocratie ou démocrature, comme on dit certains. Il y a quelque temps, je faisais un petit post sur Facebook en me rappelant du catéchisme quand j'étais tout jeune au village. Et au cours de ce catéchisme, on nous apprenait, est-ce que Dieu parle aux hommes? Et on répondait, oui, Dieu parle aux hommes par les événements, par les écrits et par les autres hommes. Et je continue en me disant, depuis un certain temps, nous vivons au Gabon un certain nombre d'événements. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ces événements? Je précisais qu'en premier point, Dieu veut dire au PDG qu'il a échoué après 50 ans. Il suffit de voir la situation dans laquelle le Gabon se trouve aujourd'hui. Je crois qu'il y a 2 jours, il y a une tornade qui a soufflé sur Libreville et plusieurs écoles primaires ont perdu leur toiture. Vous avez vu les inondations des villes comme Lambaréné et autres. Vous avez vu les routes coupées. Vous avez remarqué l'inondation qui se fait au niveau de Libreville, non seulement de certains quartiers, mais ce que nous pouvons appeler les grandes villes. Tout récemment, il y a eu quelques pluies à Kanda qu'on présentait comme une fleur de Libreville était inondée. Bon, on ne peut pas citer l'ensemble de ces faits. Les jeunes dames qui se battent à ravitailler le marché de Libreville ne peuvent plus le faire. Les écoles ne s'ouvrent qu'à des moments les plus favorables. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus de carte d'identité. Vous avez un pays au monde où les citoyens n'ont plus de carte d'identité depuis plus de 10 ans. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, nous sommes dans une situation inimaginable. Et le deuxième point que j'ai pu souligner, et certains m'excusent, mais je crois que j'essaie d'interpréter les messages que Dieu peut-être veut nous donner. C'est à la suite de la coupure de chemin de fer. Mais Dieu voudrait dire aussi à la France de cesser d'exploiter le Gabon, de cesser d'exploiter le Gabon et remettre, et les exploitants forestiers devront quand même cesser. Et c'est le message que Dieu nous a envoyé par cet acte-là, par cet acte. Mais je crois que les Gabonais doivent aussi le comprendre, que nous sommes exploités depuis des centaines d'années. Et j'ajoutais que l'opposition gabonaise également devrait comprendre par tous ces éléments qu'il ne doit pas attendre son bonheur d'autres personnes. Et je saisissais l'occasion également de m'interroger sur l'opportunité de la visite du président français Emmanuel Macron à Libreville, où au moment où nous traversons des moments les plus difficiles, au moment où le peuple gabonais est malheureux, veut-il se présenter au Gabon? Excusez-moi, je ne suis pas diplomate, loin de là. Je voudrais défendre le Gabon. Je me suis battu toujours jusque-là pour essayer de voir comment ce Gabon peut être libéré. C'est la France qui est à l'origine de tout ce que nous vivons. Mais est-ce que Emmanuel Macron va venir au Gabon pour se moquer de ces pauvres malheureux? De ces pauvres malheureux qui meurent de faim, de ces pauvres malheureux qui vivent dans la misère, et on prend pour texte de venir faire une conférence sur le climat. Et les fonds qui sont versés dans ce cadre, où vont-ils?
jusqu'aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années que ces fonds sont versés au Gabon. À quoi les emploie-t-on? Donc, il faut qu'on évite quand même de blesser ce qui nous reste d'amour-propre. On va payer les uns à 5 000, les autres à 10 000, les autres peut-être moins, pour qu'ils descendent dans les rues pour acclamer celui qui représente pour nous, Gabonais, un genre de bourreau. Je dis que je ne suis pas méchant, mais je veux traduire la réalité. J'ai donc lancé un appel au peuple français pour qu'il fasse en sorte que le président Macron et certains de ses collaborateurs ne soient pas à Libreville le 1er et le 2 mars, parce que ce serait encore une fois une façon d'humilier le peuple gabonais. Nous enregistrons, Monsieur le Président, pratiquement chaque semaine près d'une centaine de décès. Mais un jour, je posais la question à un laboratoire qui me répondait, mais les gens meurent de pauvreté. Ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir vivre. Et c'est ça qui les entraîne vers la mort. Je voudrais m'arrêter là. Si vous avez des précisions à demander, je pourrais toujours vous les en fournir. Mais je vous dis que dès le départ, voilà la réaction que j'ai pu avoir, me disant que le PDG, même s'il s'approche, puisque l'autre disait à l'Assemblée, que le PDG n'est pas prêt à céder le pouvoir, il n'est pas prêt à accepter l'alternance. Donc, pour eux, le peuple gabonais n'existe pas. Je voudrais d'abord m'arrêter là et m'excuser si cette intervention a pu choquer quelques personnes. Non, je ne crois pas que ça puisse choquer les Gabonais, peut-être la France. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, peut-être la France et peut-être l'ambassadeur de France. Mais je pense que c'est de bonne guerre hein, qu'un peuple veuille accéder à sa souveraineté. Et quand la visite d'un président comme M. Macron vient au Gabon, surtout dans un contexte où les Gabonais débattent de leur avenir avec une élection qui s'annonce, ça a tendance à donner l'impression, traditionnelle hein, d'ailleurs, que nous connaissons, qu'ils viennent pour adouber les bongos, comme d'habitude. Et les Gabonais connaissent ce manège préélectoral. Et je crois que beaucoup ne sont pas prêts à l'accepter. Donc oui, il faudra peut-être que les Gabonais pensent à ce qu'ils peuvent faire pour empêcher cette visite. Moi, je ne suis pas trop partisan de l'idée que, par exemple, il faille faire une ville morte lors de la visite de Macron. Parce que pour moi, la ville morte lui permet en fait de venir. Eux, ils s'en foutent des villes mortes. Ils viennent, ils font leur meeting. Ça n'empêche pas le meeting. Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est voir les Gabonais aller à l'aéroport pour empêcher Macron d'entrer en territoire gabonais. Ça serait bien. Mais faudra-t-il qu'il y ait des gens pour organiser cela. Mais moi, je pense que les seules choses qui empêchent les gens de venir au Gabon, c'est quand les Gabonais sont dans les rues pour l'exprimer. Si on peut refaire ce qu'on avait fait pour accueillir le corps de Mbobam, vous avez vu que dans l'histoire de notre pays, c'était peut-être la première fois qu'on voyait autant de gens dans les rues. Pas pour malheureusement, ce n'était pas pour une révolution, mais ce qu'il nous faut, c'est plutôt dire cette foule-là devrait être là pour dire à Macron, non, ne viens pas au Gabon en ce moment. Ce qu'on voudrait te voir faire plutôt, c'est d'aller peut-être à l'Assemblée nationale française, dire, écoutez, la situation du Gabon demande que la France se lave les mains et laisse les Gabonais résoudre un peu ce problème à leur manière. Et quand je dis à leur manière, nous parlons là de la capacité des Gabonais à dire, ce régime, on veut en finir et que la France n'intervienne plus dans les affaires gabonaises. C'est tout ce que nous demandons. Donc, je pense que, Monsieur le Président, cette réalité, elle me semble totalement limpide. Les Gabonais ne veulent pas d'un néocolonialisme français. Les conséquences sont évidentes un peu partout. Donc, voilà, je suis totalement d'accord avec vous. Monsieur, on va
si vous voulez peut-être éventuellement dire quelque chose sur ça rapidement. Oui, docteur, ce que vous avez dit, je vais ajouter juste le point que Monsieur le Président a énoncé tout à l'heure sur la recrudescence des décès dans notre pays. Vous voyez? Et moi, je crois avoir lu plusieurs documents qui parlaient un peu de la corruption. Vous savez, notre pays a pour corruption comme profession. Et à partir de là, vous voyez un peu les zones comme les zones portuaires où la nourriture du Gabon vient de l'extérieur. Et j'ai lu des articles où des marchandises ont été refoulées dans plusieurs pays parce que les produits étaient avariés. Mais quand ils arrivaient au Gabon, la corruption faisait son travail, si bien qu'on fait rentrer dans le pays des produits qui viennent pour assassiner nos citoyens. Vous voyez? Et ça, on cherche un peu plus loin, alors que l'origine est là devant nous. Quand on vous fait manger quelque chose, parce que manger, consommer quelque chose qui va dans l'organisme, si c'est empoisonné, ça veut dire que vous allez mourir. Et vous voyez, la nourriture des Gabonais est conditionnée par l'importation. Et quand ces importations arrivent, elles sont souvent avariées. Et la corruption faisant son travail, les Gabonais consomment des produits avariés, des produits chimiques qui les amènent à la mort, cancer et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous demandons au peuple gabonais de regarder tout cela, tous ces événements comme des menaces du PDG. Les Gabonais meurent parce que tout simplement, la corruption du PDG favorise des entrées de poison dans leur pays qu'ils consomment en longueur de journée. Donc, il ne faut pas chercher loin. Je pense que notre décision de chasser ce système du pouvoir sera le remède de tous ces fléaux-là. C'est un peu ce que je voulais ajouter pour que les Gabonais comprennent bien l'origine des maladies dont ils meurent. Donc, je vous remets la parole, docteur. Voilà. Merci. Donc, nous allons maintenant entrer dans le thème de la soirée, Monsieur le Président. Le thème, c'était quoi? Un dialogue perdu d'avance, élection perdue d'avance. Alors, pour nous, c'est tellement fondamental de s'attaquer un peu à cette question parce que dans notre pays, je crois que nous avons, on va dire, deux fléaux politiques. Deux. Le premier, c'est la tendance à participer à des élections perdues d'avance. Le second, c'est la tendance à l'ouverture pour des dialogues qui finissent toujours par être des dialogues conviviaux, mais dans lesquels on finit par en réalité condamner le Gabon à la prise en otage par les Bongos. Et donc, s'attaquer un peu à ça, c'est décortiquer un peu les réalités politiques gabonaises pour faire voir aussi parfois pourquoi il nous semble à nous tellement évident qu'en fait, notre opposition a une part de responsabilité dans la continuité des Bongos au Gabon. Et cela amène souvent à des questions. Est-ce que notre opposition veut vraiment le changement? Ou est-ce qu'on se contente simplement d'un système parasitaire par lequel on se dit, bon, on va manger, on s'accroche un peu comme des parasites à l'hôte, parce que le parasite ne veut jamais que l'hôte meure. Ce que le parasite veut, c'est que l'hôte survive et subsiste et qu'eux sucent simplement le sang petit à petit. Si l'hôte meurt, on ne peut plus rien manger et on meurt soi-même. Donc, nous, ça nous dérange un peu à chaque fois que de vrais débats devraient être posés, que ce soit plutôt des dialogues un peu improvisés, mais des dialogues généralement initiés par les Bongos, et où finalement l'opposition finit toujours par aller se casser les dents. Dans l'histoire de notre pays, je retiens toujours au minimum 4 dialogues importants, et je vais en parler un peu. Nous avons eu le plus grand dialogue, à mon avis, post-colonial au Gabon, c'était la conférence nationale, 90. Mais la conférence nationale, qu'on le veuille ou pas, elle a couché quand même d'une souris.
cette souris, c'était quoi? Nous n'avons pas fait de la conférence nationale une conférence contraignante. C'est-à-dire que, comme au Bénin, eux, ils ont dit, voilà, les résolutions de la conférence sont contraignantes, souveraines, et du coup, chacun devait y obéir. Au Gabon, il n'y a pas eu ça tellement. En 1994, ils ont eu les accords de Paris. Mais aujourd'hui, ces accords sont un peu comme, je ne sais pas. Et ce qu'on voit, c'est plutôt que la seule chose qui est ressortie de ces accords a été le franc électoral. C'est la seule chose. Mais on sait pourquoi la donnée du franc électoral a survécu. C'est par là que le régime canalise l'argent de la corruption. Des gens qui attendent l'argent des élections ou enfin, ce fameux franc qui est supposé nourrir les partis devient un instrument de corruption où on calme en fait toute velléité révolutionnaire. Et à partir de là, les partis politiques se font, on va presque dire, les relais de la calmie politique. On ne veut pas déranger ce côté-là des choses. Et cela a tendance à devenir, on va presque dire, une sorte de vente du Gabon au Bongo. Et moi, ça me dérange énormément. Il y a eu les accords d'Arambo, qui sont aujourd'hui un vieux souvenir dans l'histoire politique de notre pays. 2006. Et puis, on a eu l'avorton de dialogue, hein, qu'on appelle le dialogue politique d'Angonge, en 2017. Et encore là, rien de probant. Les gens ont participé, mais ce qu'on a vu, c'était plutôt un concours de mode. C'est-à-dire, les gens vont se pavaner, chacun veut montrer que je suis là, et après, on voit comment se partager les postes. Mais rien encore de probant. Donc, tous ces dialogues deviennent des dialogues de positionnement où chacun va plutôt se vendre son image. Et à la fin, ce sont les partages de pouvoir qu'on voit. Des absorptions d'éléments de l'opposition que l'on croyait crédibles de par le passé, mais qui se retrouvent toujours à aller à la soupe. Donc, ces dialogues-là, il faut déjà aller à la source. Bon, quand j'avais écrit ce fameux livre, hein, Le Gabon en danger, que vous pouvez trouver sur la page bdp.org ou sur ma page Facebook, quelque part, ce bouquin, il a quelque chose de fondamental parce que l'un des intellectuels du PDG, hein, qu'on appelle Éric Dodo Bungenza, nous avait déjà parlé un peu du manège du PDG pendant la conférence nationale. Lui, il nous dit clairement que, et là je vais vous lire un extrait de ce qu'il avait écrit, parce que, encore une fois, nous, dans l'opposition, on croit que le PDG, ce n'est que des maboules. Mais ils ont aussi des intellectuels, mais des intellectuels qui travaillent dans le sens machiavélique. On peut être un intellectuel et ne pas être moral, hein, attention. Il y a des intellos qui vont promouvoir la dictature, qui vont écrire de manière rationnelle pour justifier la dictature, ou le génocide, ou tout ce qu'on peut imaginer d'inhumain dans les activités humaines. Mais Dodo Bungenza nous dit que pendant la conférence nationale, par exemple, le but de son camp, et là je lis ce que j'avais écrit, hein, le but de son camp a toujours été de biaiser. Selon lui, le grand camarade avait en effet mis en place des mécanismes de création d'associations à caractère politique et celles à caractère apolitique. Cette stratégie eut un objectif principal: mieux tirer les ficelles et mieux jouer les claviers lors des assises de la conférence nationale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chers amis? Ça veut dire que dans ce dialogue qui était pourtant sacré pour la nation, Omar Bongo a quand même trouvé le subterfuge de manipuler les résultats, de manipuler les votes, de s'assurer qu'en réalité, son régime ne fut jamais mis en danger. Et Dodo Bungenza ajoute, hein, et là je cite ce qu'il a écrit directement, il dit « Il existait assez régulièrement des réunions secrètes de coordination, quelquefois même présidées par le grand camarade, président fondateur,
Ces réunions définissaient, entre autres, le rôle que chaque sensibilité devait jouer chronologiquement pendant la conférence nationale. L'objectif était donc de savoir où et comment atterrira le Parti démocratique gabonais pendant et après la conférence nationale. Pour cela, il fallut brouiller les pistes et casser les codes pour perdre, in fine, ceux d'en face, l'opposition. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui nous dit que ce manège, cette manière de faire que le PDG retombe toujours sur ses pieds comme un chat, n'ait pas été appliqué en 1994, n'ait pas été pour les accords de Paris, n'ait pas été appliqué en 2006 pour les accords d'Arambo, n'ait pas été appliqué en 2017 pour le dialogue politique d'Angonji. On n'organise pas un dialogue pour le perdre. On n'organise pas une élection pour la perdre. Et surtout quand on est un système autoritaire, on organise pour apprivoiser, pour calmer. C'est ce qui nous fait dire qu'en fait, tous ces dialogues qui sont initiés par le régime sont, a priori, et d'office même, des dialogues perdus d'avance. Vous ne pouvez pas gagner un dialogue qui a été initié par celui qui l'organise. Il a déjà ficelé la chose en amont. Il a déjà contacté les uns et les autres. Il a déjà distribué de l'argent pour s'assurer que quand vous allez au dialogue, quel que soit le cas, voilà où on doit atterrir. Et donc, un dialogue supposé préparer l'élection de 2023, vous croyez qu'il va aboutir à quoi? Dites-nous. À quoi est-ce que ce dialogue va aboutir? Donc, vous voyez, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser aujourd'hui parce que nous sommes réellement, on va presque dire, à la croisée des chemins de notre pays. 55 ans du même régime politique, 33 ans de tergiversation politique depuis la conférence nationale où nous semblons toujours enclins à répéter la même chose, comme si la chimie pouvait être falsifiée. Vous prenez les mêmes produits pour provoquer une explosion, vous les mélangez, ils provoqueront toujours l'explosion. C'est ça la réalité politique d'aujourd'hui. Donc, c'était donc pour moi une manière déjà d'établir le canevas de discussion. Et je vais donc laisser d'abord Monsieur le Président nous dire ce qu'il a à dire et puis ensuite Monsieur Omba. Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais repartir sur les points les plus sensibles. Oui, moi je fais partie de l'opposition, mais je n'aime pas toujours chaque fois qu'on dit que l'opposition gabonaise ne fait pas ceci ou cela. C'est vrai que là-dedans, au sein de cette opposition, vous retrouvez les membres des milieux ésotériques qui travaillent avec les membres du pouvoir dans l'ombre. Vous ne pouvez pas le nier. Et à partir de ce moment-là, les acteurs qui se déclarent On dirait que le micro a fait défaut, là. On l'a perdu. Monsieur le Président, on dirait que vous avez un problème de connexion chez vous, puisque l'image est bloquée, il me semble. Hein, non? Ça a même disparu, là. Je ne vois pas. Ah bon, chez vous, moi je le vois encore ici. Moi, je le vois mais l'image est bloquée. Monsieur le Président. OK, il est revenu. Ah, Monsieur le Président, on vous a perdu pendant un moment là. Hein? Ah bon? Oui, c'est bloqué. Ah bon, d'accord. Excusez-moi. Mais voilà. Reprenez à partir de là où vous disiez que dans l'opposition, ce n'est pas tout le monde qu'il faut mélanger. Hein? Donc, il y a... Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Je dis que moi, je suis opposant. Moi, je n'aime pas à chaque fois qu'on essaie d'évoquer l'opposition, on puisse nous mélanger tous. Vous avez dans l'opposition les anciens membres du gouvernement qui se battent, à mon humble avis, pour retourner au pouvoir. Leur souci
n'est pas de libérer le Gabon. Leur souci n'est pas de travailler pour le peuple gabonais. Mais je me pose la question de savoir pourquoi au Gabon, l'opposition ne réussit pas à créer l'alternance et pourquoi au Congo-Brazzaville, l'opposition ne réussit pas à susciter l'alternance. Pourquoi au Cameroun, il n'y a pas d'alternance? Pourquoi au Togo, il n'y a pas d'alternance? Ainsi de suite. Il faut donc partir du principe. Vous évoquez la conférence nationale, oui, mais les décisions étaient prises depuis Paris. Le gouvernement français avait décidé que la conférence nationale gabonaise ne soit pas souveraine pour que leur allié, Omar Bongo Ndimba, ne parte pas. Cette décision venait de France. Donc, nous devons comprendre que tout ce qui se joue avec l'appui de la France. Avec l'appui de la France. Ce n'est pas pour me laver, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas responsables de la situation. C'est vrai, mais il faudrait quand même que, tout en nous accusant d'être responsables d'une partie, nous puissions nous interroger en nous demandant pourquoi ailleurs le même problème se pose. C'est comme en 2000 ou en 2008 ou avant, je faisais un document dans lequel je disais, c'était écrit, Omar vivait encore, je disais qu'Omar n'était pas capable de créer le PDG, le parti unique. Parce que ce n'est pas Omar qui a créé le parti unique du Congo. Ce n'est pas Omar qui a créé le parti unique du Cameroun. Ce n'est pas Omar qui a créé le parti unique de tous les pays francophones d'Afrique. Donc, c'est la France qui a mis le système en place. C'est la France qui avait mis le système pour mieux contrôler ces différents États. Donc, quand nous abordons le problème de l'opposition au Gabon, tenons compte de la présence de la France. J'ai regretté parce que pendant longtemps que je me suis retrouvé avec les autres, je leur ai toujours dit pourquoi nous ne débattons pas au cours de nos réunions de l'hégémonie de la franc-maçonnerie et de la France dans la vie politique, économique et sociale gabonaise. Pourquoi avoir peur de soulever ces problèmes-là? Mais cela n'a jamais été accepté, ce qui signifie, ou qui signifierait que la plupart d'entre eux devaient être complices de ce que et la franc-maçonnerie et la France et d'autres structures font au Gabon. Je précise que Ali a été fait grand maître au Gabon, grand maître de la franc-maçonnerie gabonaise, avec toutes les communautés franc-maçonnes du monde. Ce qui voulait dire plus ou moins que pour eux, c'est Ali qui doit être président de la République gabonaise. L'OMEDEF, qui est l'association des grosses entreprises françaises, est passé au Gabon à Doubé, enfin, soutenir Ali Bongo. Et à partir de ce moment-là, on amène le président de la République française, M. Macron, pour venir adouber Ali. Mais, monsieur, quelles que soient les formules que vous aurez à utiliser, avec une cour constitutionnelle comme celle qui existe et qui, pour moi devient une institution au-dessus de toutes les institutions, qui est au-dessus de l'exercice de la souveraineté nationale, mais la Cour constitutionnelle donnera à qui la France voudra bien qu'elle donne la victoire de l'élection de 2023. 2023. Les structures sont faites de telles. Rappelez-vous, je passais à la télévision le 23 août 2009 et je déclarais que j'étais très gêné d'apprendre que le directeur général des RAMEC
et le directeur général de Total déclarait en France qu'il ne peut pas accepter que n'importe qui prenne la présidence de la République gabonaise. Mais je me suis interrogé, mais enfin, est-ce que le directeur général de Total est électeur au Gabon? Est-ce que le directeur général de Eramet est électeur au Gabon? Ce qui veut dire que ce sont eux qui désignent le président de la République gabonaise. Donc, moi, je crois que, bien sûr que nous avons tort, nous ne faisons pas toujours exactement ce que nous devons faire, mais les gens vont plus loin. Quand nous voulons nous déterminer à changer de système, on utilise les armes. Aujourd'hui, on ne nous a pas dénombré les victimes de l'intervention de l'armée en 2016 chez le président Ping, au QG du président. On ne l'a pas encore fait. C'est comme si ces Gabonais n'étaient pas des êtres humains qui avaient droit à des obsèques honorables. Et ceci se passe à quelques centaines de mètres de la base militaire française. Vous comprenez que la situation que nous évoquons n'est pas une situation très, très facile. Il y a des rumeurs qui courent que bon, les Bengonos font ceci. Non. Je suis citoyen gabonais. Je me bats pour que le Gabon soit libre et pour que les Gabonais puissent jouir des richesses et des facilités que Dieu a données à ce pays. Pourquoi les Gabonais seraient-ils pauvres dans leur pays qui regorge de tant de richesses? C'est une situation anormale. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que nous ne souhaitions pas que les gens viennent rire à notre nez, viennent danser dans nos maisons, hein, heureux de nous voir malheureux. Je crois que je ne lève pas le ton parce que je suis fâché. Et je vous ai dit dès le départ que moi, je n'avais pas un langage de diplomate, mais le seul souci qui est le nôtre, le seul souci qui est celui du mouvement de redressement national, c'est celui de se battre pour la libération du Gabon. Le seul souci du Gabon est d'être libre. Or, vous avez un certain nombre de Gabonais qui se battent parce qu'ils veulent retourner à la mangeoire, parce qu'ils veulent retourner au pouvoir, connaissant bien sûr les conditions qui sont imposées aux uns et aux autres quand ils y retournent. Monsieur le Président, je m'excuse. Vous m'avez donné l'occasion de m'adresser à vous. Vous m'avez donné l'occasion de m'adresser à certains Gabonais. Il faut que nous sachions la vérité. Pourquoi les oppositions dans les pays francophones ne parviennent pas à instaurer l'alternance? Très, très bien, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention. Monsieur Onva, vous avez la parole. Oui, docteur, merci beaucoup pour la parole que vous me passez. J'ai bien apprécié les propos du président Bongono parce que, vous voyez, un peuple qui a autant d'ennemis, c'est un peuple qui doit s'autodéterminer. Parce que si, à chaque intervention, ils doivent tuer 2 ou 3 des nôtres et après on ne fait rien, ça veut dire qu'ils nous contrôlent, ils nous ont apprivoisés. Il faut arriver à un moment où le peuple se dit, si vous nous tuez tous, allez-y, mais nous ne voulons plus de ces choses-là. Le peuple veut être libre. Nous sommes à la quête de la liberté. Donc, comme on le dit souvent, hein, je vais aussi m'adresser au peuple gabonais dans le même sens. Et comme je vous l'ai dit, il faut combattre l'ennemi. Et il faut d'abord savoir qui est notre ennemi. Et c'est là que nous devons pousser la réflexion plus loin. Parce qu'on dit souvent, méfiez-vous de l'habit et non du moine. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Donc, j'invite les Gabonais de l'opposition à essayer de mesurer la dangerosité d'un ennemi qui se fait passer pour un allié. Et en même temps, de mesurer le degré de vulnérabilité d'un peuple infiltré en son sein par son ennemi le plus redoutable. C'est comme imaginer le diable qui vole l'habit d'un moine
pour avoir son accès dans le monastère. Ça, c'est le scénario qui se passe chez nous. Si on transpose cette métaphore dans le contexte politique gabonais, on s'aperçoit que les voleurs d'habits de moines dont je fais allusion ici, ce sont les anciens du système Bongo PDG. Parce que lorsqu'ils arrivent dans notre opposition, notre erreur a toujours été de leur donner la communion sans aucune confession préalable. Et on s'étonne de l'échec enregistré après un parcours avec ces gens. C'est bien pour cette raison que nous, au BDP, nous appelons le peuple au discernement. Savoir identifier son vrai ennemi. Mais si on le prend pour un allié, c'est qu'on est vulnérable. Ces gens nous ont assez trompés comme ça. Il est temps de changer de paradigme, chers compatriotes. Ces anciens du PDG sont potentiellement des corrompus et sont tenus par les liens de dépendance économique avec le régime en place comme des bébés accrochés au biberon. Un bébé accroché au biberon, c'est un bébé, quand tu retires le biberon, il se met à pleurer. Ils ne peuvent pas faire sans ça. Ce n'est pas pour nos souffrances qu'ils vont abandonner le biberon. Ils ne peuvent plus vivre sans ça, chers compatriotes. Et cette proposition contraignante les met devant une situation d'obéissance aveugle au point d'accepter des missions secrètes dans l'opposition et dans le but de détourner le vrai combat du peuple. C'est ce qu'ils font en longueur. Et on attire l'attention du peuple là-dessus. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le pouvoir Bongo PDG investit beaucoup de moyens financiers pour mettre en place des techniques d'influence sociale du comportement des Gabonais. D'où la création du centre dont parlait le docteur Mangara tout à l'heure, le centre d'études de politique du PDG. Ils investissent de l'argent là-dedans pour une formation de comédiens qui viendront dans l'opposition nous malmener. En dehors donc de la corruption et des violences comme arme de dissuasion, ce centre forme des gens capables d'utiliser un langage très habile, très fin. Très fin. Pour nous persuader à faire des choses que nous aurions refusées en temps normal. Ils ont ces techniques. C'est un travail de préparation psychologique ou encore un lavage de cerveau qu'ils inculquent au peuple gabonais pour faciliter leur acceptation d'aller aux élections. Ils savent que la révolution leur fait peur, mais ils mettent toutes les stratégies en place pour contraindre le peuple à l'élection. Parce que l'élection les légifère. C'est ce qui fait que lorsque le discours des radicaux de l'opposition appelle à la révolution populaire, celui des anciens pédégistes appelle à l'élection tout en promettant une victoire à plate couture et une prise de pouvoir sans effigie de sang. Des mots très bien sélectionnés, des mots très appropriés pour séduire le peuple gabonais. Et devant un tel discours, où on épargne le peuple de tout sacrifice douloureux qu'implique la révolution populaire, et c'est là que certains Gabonais perdent leurs convictions et acceptent avec résignation l'option électoraliste. Lorsque cette situation arrive, et c'est la situation souhaitée, lorsque cette situation arrive, nos anciens pédégistes n'hésitent pas à prendre le contrôle du peuple, parce que c'est ça leur objectif. Et c'est à partir de là que commence l'humiliation du peuple. Il commence par l'infantilisation et la distraction des Gabonais. Il faut les distraire. Puisqu'on les contrôle déjà, il ne reste plus qu'à les distraire pour prendre, pour contrôler, pour être des directeurs de leur conscience. Et dans ce scénario, le décor est toujours le même. Toujours le même depuis 1993. Ça commence toujours par des promesses de rêve.
où on promet à tous les Gabonais, à tout Gabonais qu'on croise dans sa tournée républicaine, des postes de ministre en contrepartie de leur aliment. Il arrive même qu'un poste de ministre soit promis à plusieurs Gabonais en même temps. On arrive dans le Nord, on propose, on dit à quelqu'un, un intellectuel brillant, on lui dit, ben, tu fais un bon ministre des Finances pour moi. Hein? On arrive dans le Haut-Togo, on voit un Gabonais brillant, oh, mais tu seras un bon ministre des Finances pour moi. Le même poste de ministre des Finances est promis à tous les Gabonais, dans toutes les 9 provinces du Gabon. Et lorsque ces derniers sont séduits par cette promesse, tout de suite, ils perdent la raison. Du coup, leurs convictions font place à l'illusion. Chacun se voyant déjà membre d'un gouvernement imaginaire. Hein? Et ils se gargarisent là, ils deviennent les défenseurs de leur leader, qu'ils combattaient pourtant au départ. Mais le fait de leur avoir promis cela, ils se voient déjà dans un gouvernement où eux aussi ils peuvent être des ministres. Et ce n'est pas tout, chers compatriotes. Pour bien infantiliser le peuple, ces anciens du PDG utilisent des slogans très moqueurs. Et moi, ça m'énerve quand je les entends parler. Hein? Des slogans tels que « Je veux battre Ali Bongo à plate couture ». On a entendu ça depuis 1993, hein, où on disait la même chose à Omar Bongo. « Je veux battre Ali Bongo à plate couture ». Ou encore « Nous irons jusqu'au bout. Si je tombe, soulevez-moi. Hein, si je me ressuscitez-moi ». Vous voyez, des trucs des enfants, c'est comme si on s'adressait aux enfants à bas âge. Ou encore, je lancerai les missiles Kappa s'il ne nous cède pas le pouvoir. Ou encore, on lui présentera le carton rouge s'il ne nous cède pas le pouvoir. Des conneries qu'on peut raconter aux enfants de 12 ans. Et le plus humiliant, c'est lorsque je vois ces Gabonais adultes en train d'acclamer lorsque ces gens les mettent dans un scénario où on se moque d'eux. J'ai souvent honte à la place des Gabonais. J'ai souvent honte à la place des Gabonais. Ensuite vient la partie la plus débilitante du scénario. Parce qu'après la proclamation de l'élection perdue d'avance, qui donne les Bongos vainqueurs, nos comédiens de l'opposition ont toujours pour coutume de s'en prendre toujours en premier à la Cour constitutionnelle en déposant un contentieux électoral, espérant que Morantou dirait le droit. Alors qu'ils savent bien qu'ils n'obtiendront rien de cette Cour. Mais comme c'est le folklore, il faut toujours passer par toutes ces étapes-là. Et quand ils ne reçoivent rien de la Cour constitutionnelle, ils s'en remettent à la communauté internationale, apaisant les Gabonais en leur disant « Restez tranquilles, la situation est entre les mains de la communauté internationale. » Et lorsque la communauté internationale ne fait rien, ben, on se prête à la distraction. Donc, on fait un calendrier, tous les 3 mois, on vient prononcer un discours vide au peuple gabonais, juste pour maintenir le peuple dans la calme. Chers compatriotes, ce scénario dure depuis 1993. Cela fait aujourd'hui 30 ans qu'on accepte de tourner en rond. Et là, je me demande si le peuple gabonais accorde vraiment de l'importance à nos initiations, au point de faire la même chose, la même bêtise plusieurs fois. Je ne comprends pas. Et pourtant, on a des initiations qui peuvent nous servir aujourd'hui pour essayer de contrer ces gens. Quel que soit leur centre de formation, nous aussi, nous avons nos initiations qui peuvent nous éduquer. Parce que je me rappelle que lorsqu'on nous initiait à la chasse au gibier, il y a souvent eu une partie de l'initiation où on nous demande d'exercer une traçabilité pour éviter de perdre le chemin de retour et de se perdre dans la brousse. C'était préoccupant parce qu'on se dit, quand vous êtes perdu dans la brousse, votre chasse n'a plus servi à rien du tout parce que vous allez vous affoler dans la forêt. Et pour éviter ça, on nous remettait 2 kaolins ou encore de la craie
la craie blanche et la craie rouge. La couleur blanche et la couleur rouge qu'on utilisait pour marquer le chemin à partir de la zone de la forêt qu'on ne connaît pas. Donc, la pratique était que sur le chemin de la brousse où vous allez faire la chasse, vous marquez, si c'est le blanc que vous avez marqué à l'allée, jusqu'au chemin, jusqu'à l'endroit où vous faites la chasse, au retour, vous utilisez la couleur rouge sur les mêmes arbres qui ont fait l'objet du premier marquage. Et lorsque vous vous retrouvez devant un arbre qui porte 2 marques, ça veut dire que vous êtes déjà passé par cet arbre, ce qui signifie systématiquement que vous êtes perdu. Et qu'est-ce qu'on nous recommandait souvent? On nous demandait de s'asseoir sous l'arbre, se reposer et manger les provisions pendant que le traceur du groupe, lui, il fait son travail pour retrouver le chemin. Et quand il le retrouve, il revient vous chercher pour dire, voilà là où on doit y aller. Voyez-vous, chers compatriotes, et là, ces techniques sont très éducatives. Elles ne doivent pas seulement être utilisées pour nos parties de chasse. Cette stratégie-là ne doit pas seulement être réservée à la chasse. Nous pouvons les utiliser dans notre vie quotidienne pour résoudre nos problèmes. On devrait se servir, par exemple, de cette technique de traçabilité pour se rendre compte que pendant 30 ans, on n'a fait que tourner autour d'un même arbre sans se rendre compte qu'on est perdu. Oui, chers compatriotes, on est perdu. Il nous manque un traceur radical et révolutionnaire. Et c'est là que le BDP se porte garant pour jouer le rôle de traceur, pour retrouver le chemin du village. J'étais obligé de vous parler dans ce langage parce que nous, les enfants du village, on a été formés dans plusieurs initiations. Voilà par exemple une technique qui aurait pu être utilisée en 1998 pour qu'on se rende compte qu'on est perdu. Et là, on est vraiment perdu. Il nous faut un traceur. Il faut que ce folklore s'arrête. Pour ceux qui pensent que le BDP peut le faire, je vous ai souvent posté le lien où vous allez nous préparer cette caisse qui nous permettra de descendre au Gabon. Qu'on ne se voile pas la face, nous sommes perdus. Donc, docteur Mungara, je peux m'arrêter là pour l'instant. Non, merci. Comme nous avons l'invité ce soir, je vais intervenir un peu peut-être après lui. Je vais laisser donc d'abord la parole au président Bongono. Je suis sûr qu'il a forcément quelque chose à dire. Voilà. Et nous sommes à son école ce soir, donc voilà, il faut lui laisser la parole. Voilà, président, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mais je ne suis pas le seul à enseigner ce soir. Monsieur, on va faire des cours très, très brillants. Non, je crois que c'est pour le féliciter que je veux demander la parole, parce qu'il a fait une très belle intervention. Et ça me permet également de vous rappeler un petit moment dans ma vie. J'étais déjà sorti de prison quand Paul-Maurice Thomo, à son âme, Paul-Maurice Thomo, qui a été chef de cabinet de Léomba, et qui a été ministre de l'Intérieur d'Omar Bongo, à l'époque, Albert Bernard. Paul-Maurice Thomo m'avait invité chez lui un jeudi pour s'entretenir avec moi. Et nous sommes restés de 15h à 19h. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il a pu nous dire, pour me dire à cette occasion. Mais en conclusion, pour revenir sur ce que disait M. Omba tout à l'heure, Paul-Maurice Thomo me disait, fais très attention. Ne crois pas en ce qu'ils vont te dire. Ils utilisent toujours la ruse. Ils mentent pour tromper. Et quand tu auras à travailler avec eux,
faites toujours très, très, très attention. Oui, les Gabonais se sont laissés tromper depuis près de 50 ans. À chaque fois, on leur fait des promesses qu'on ne réalise pas. Et on peut même se demander à un moment donné si nous ne sommes pas envoûtés, comme certains l'évoquent ces derniers temps, pour que les gens puissent paraître comme ceux qui n'ont plus la possibilité de réfléchir, comme ceux qui n'ont plus la possibilité de décider. Donc, si on va, le peuple gabonais doit savoir que le peuple, le PDG et ses affiliés maintient un langage pour tromper, utilise un langage de ruse pour parvenir à ses fins. C'est ce que m'avait dit Paul Maurice Tom. Mais le problème dans le Gabon est assez délicat, excusez-moi. Le PDG dispose de tous les moyens d'État. On m'a fait perdre 2 élections législatives. Savez-vous comment? Savez-vous comment? Hein? Bon, la veille de l'élection, moi, je pars au lit, je dors. Or, c'est à cette heure-là que les responsables du PDG du Point prennent la voiture des autorités pour faire le tour et des villages et des bureaux de vote, pour corrompre et les chefs de village et les membres des bureaux de vote. Et on le fait souvent de 23h ou minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais un des chefs de village m'avouait qu'on s'était arrêté dans son village et qu'on lui aurait donné 400 000 francs CFA. À certains notables, on a donné 1 million la veille de l'élection. Mais comment pouvez-vous gagner une telle élection? Comment pouvez-vous gagner? Et je me demande si les procès-verbaux qu'on utilise à la centralisation ne seraient pas des procès-verbaux rédigés à ces occasions-là. À ces occasions-là. Ça, c'était la première élection. La deuxième, un jeune homme, autour de 6h du matin, déambule dans la rue non loin de la ville en disant « Bengono ne passera pas. Bengono ne passera pas. » Nous avons fait le tour de tous les bureaux de vote pour corrompre les membres du bureau de vote. Il ne peut aucunement passer. Mais enfin, nous disons que nous cherchons le suffrage des Gabonais où nous donnons l'occasion au PDG de faire la corruption auprès des différents responsables. Voilà pourquoi je me dis, si les gens vont faire leur dialogue, est-ce qu'au cours de ce dialogue, ils vont évoquer ces différents problèmes que ceux qui sortent du PDG ne veulent pas révéler au reste de la population? Oui, nous sommes perdus, mais il faudrait que nous puissions nous rendre compte de toutes les méthodes utilisées par ceux qui confisquent le pouvoir. On vous a envoyé une vidéo, je crois, il y a 2 ou 3 jours, dans laquelle on précise qu'on aurait versé aux représentants de l'opposition gabonaise dans le Haut-Ogooué 50 millions de francs pour qu'ils acceptent la modification des procès-verbaux. Mais est-ce que ça, c'est la démocratie? Non, il faudrait que nous sachions exactement si par le bulletin de vote, nous pouvons changer la situation de ce pays. Est-ce que nous pouvons changer la situation du pays quand les chiffres partent d'un département au chef-lieu de province? Quand on les envoie, est-ce que tout le monde est au courant des chiffres
arrêter en définitive les chiffres qui partent de la province à la CGE ou le CGE de Libreville. Or, dans le temps, au début des années Léon-Mba, mais dès qu'on clôturait un bureau de vote à l'intérieur du Gabon, on annonçait le résultat à Libreville et directement au niveau de la télévision, on inscrivait le chiffre. Et au fur et à mesure que les résultats tombaient, on se rendait compte que c'est telle ou telle tendance qui pourrait remporter l'élection. Mais pourquoi aujourd'hui, pour une élection de moins de 500 000 habitants, on peut vous dire que les électeurs sont autour de 700. Vous prenez les résultats de toutes les dernières élections, les votants n'atteignent pas 400 000. Les votants n'atteignent pas 400 000. Donc, on gonfle ces chiffres-là pour faire croire que les Gabonais, les électeurs sont suffisamment nombreux et éventuellement faire entrer les non-Gabonais sur ces listes. Donc, monsieur, le Gabon peut être perdu, mais il n'est perdu que parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités qui consistaient à chercher à défendre le Gabon et non à rechercher exclusivement le pouvoir. Monsieur le Président, je peux m'arrêter là. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, voilà, votre intervention complète très bien celle de Monsieur Onva. Et je vais justement abonder dans le même sens, en posant un peu les questions d'une autre manière. Puisque nous avons décidé de parler d'élections, enfin de dialogue perdu d'avance, il faut peut-être commencer à se poser déjà la question. Imaginons effectivement que les Gabonais aillent à cet énième dialogue perdu d'avance. Est-ce que ce dialogue va être de nature à empêcher la fraude électorale? C'est ça la question la plus fondamentale. Parce qu'on va à des dialogues, il faut avoir un objectif clair, n'est-ce pas? Est-ce que ce dialogue, c'est pour résoudre une crise politique différente ou plutôt pour parler de la crise qui est celle des élections, par exemple? Est-ce que ce dialogue va pouvoir empêcher la fraude? Et en fait, je poserai même une autre question. Est-ce que ce dialogue va changer la Constitution? Parce que pour moi, le débat commence toujours à ce niveau. Est-ce que quand on va à un dialogue, on a en face de soi la promesse que nous allons pouvoir aboutir à un changement de constitution qui va nous garantir que si l'élection se tenait aujourd'hui, ce sera vraiment le Gabonais enfin le candidat que les Gabonais auront choisi qui sera élu. Que même si ce candidat était un chien, ce sera celui-là qui va gagner, parce que les Gabonais l'auront voulu. Parce que le système sera suffisamment permissif pour amener à un résultat qui traduit réellement la volonté suprême des Gabonais. Voilà la question qui, moi, me taraude. Parce que oui, on va voir à un moment, les gens vont sortir des mémorandums. Oui, on a discuté, voilà le mémorandum. Je veux bien. Mais le mémorandum, c'est quoi? C'est le verbe, c'est le vent, c'est la parole des bongos. Mais la parole qui n'est pas écrite n'a aucune valeur juridique. Les accords verbaux restent dans la salle où vous les avez discutés. Sur la place publique, n'importe qui est capable de dire n'importe quoi, de faire n'importe quel renoncement, vous n'y arrivez toujours pas. Et vous aurez beau pondre des mémorandums, ça ne relève pas d'un accord juridique. Parce qu'en réalité, l'accord juridique, c'est celui qui vous dit on va changer la Constitution. Et alors que nous ne sommes qu'à 6 mois des élections, j'aimerais bien qu'on me dise, est-ce que les 6 mois qui nous séparent des élections vous donnent la garantie que les Bongos vont accepter que la Constitution soit modifiée avec tout son lot, évidemment, de transformation, parce que quand on modifie la Constitution, c'est pour réparer d'autres problèmes, comme par exemple le rôle de la Cour constitutionnelle.
Est-ce qu'elle est suffisamment indépendante, oui ou non? Le rôle du Centre gabonais des élections, le CGE, est-ce qu'on pourra le rendre suffisamment indépendant, le couper du cordon ombilical gouvernemental? Parce que moi, j'aime le système américain. Le système américain, c'est quoi? Ceux qui s'occupent des élections sont entièrement autonomes. Entièrement autonomes. Tout ce que l'État fait, c'est fournir les moyens logistiques, mais ceux qui organisent l'élection sont libres. Voilà pourquoi vous voyez que même dans un système hautement décentralisé comme les États-Unis, des États comme la Géorgie, qui sont pourtant des États républicains, gérés par des républicains, ne peuvent pas manipuler l'élection parce que le système, il est tellement bien organisé que le gars qui coiffe l'élection et le magistrat de l'État ne peut pas décider de manipuler. Il doit donc simplement appliquer la loi telle qu'elle existe. Sous peine d'emprisonnement, évidemment, mais cela demande la naissance d'un État de droit. Donc, la constitution du Gabon que nous voudrions serait d'abord celle qui va entériner le véritable État de droit, capable de punir les exactions politiques des uns et des autres, la corruption, et ainsi de suite. Mais il y a aussi le fait qu'elle répare les manquements, qui sont que l'élection au Gabon aujourd'hui est entièrement dans les mains du régime. Le monopole des élections est dans les mains du régime. C'est le ministère de l'Intérieur qui coiffe tout et ils ont comme appui la Cour constitutionnelle qui va valider toutes les exactions. On ne peut pas aller à des élections sans que des questions autour de ces problèmes aient été posées. Parce que la fraude pour nous, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe avec le vote que vous déposez le jour de l'élection. Il y a la fraude en amont, il y a la fraude pendant et il y a la fraude après. Avant, vous avez justement ce qu'on appelle le monopole de l'organisation des élections. Vous aurez beau avoir un CGE, des bureaux de vote qui vous diront « oh, voilà », mais vous savez déjà que de toute façon, l'opposition n'a jamais eu les moyens d'avoir des représentants réels commandités par l'opposition dans tous les bureaux de vote du Gabon. Jamais, ça ne s'est jamais passé. Parfois, il y a des déficits qui font que le PDG, en fait, invente les membres parce que l'opposition n'est même pas représentée. Et ceux-là, ils vont dire, oh, ceux-là, nous sommes de l'opposition, machin. Mais en réalité, ils sont tous là parce que le PDG les y a mis. L'opposition n'a jamais eu les moyens d'avoir des représentants réels dans tous les bureaux de vote du Gabon. Ce n'est pas possible. Ils n'en ont jamais eu les moyens. Mais le système va se dire, oh, il faut quand même avoir l'illusion qu'il y a des représentants. Ils vont les créer. Et vous vous étonnez par la suite que les procès-verbaux ne disent pas ce qui a été constaté le jour du vote. Il y a les listes électorales en amont qui sont manipulables, où on peut faire voter des morts dans un système, un pays où on n'a pas la statistique nationale. On ne sait pas qui meurt, qui naît, parce que le pays n'est pas organisé pour ça, où il n'y a pas eu de recensement réel de la population depuis je ne sais pas combien de décennies, où on nous dit qu'aujourd'hui nous sommes 2 200 000 alors qu'on ne voit pas le recensement qui a établi cela, dans un pays où on est incapable de délivrer des cartes nationales d'identité à des citoyens depuis des années. On ne sait donc pas qui est qui. Et on vous dit aujourd'hui que ah non, vous pouvez même utiliser des cartes périmées. Mais je puis vous assurer que les mêmes qui vous disent qu'ils ne peuvent pas faire des cartes, ils pourront les faire pour les Congolais qu'ils importent, hein, au Togo et là. Et les faire voter. Pendant le vote, oui, vous avez les urnes. Mais les urnes elles-mêmes peuvent être manipulées. Vous pouvez voter dans telle urne aujourd'hui, mais comme c'est le ministère de l'Intérieur qui les transporte d'un lieu à un autre, eh bien, l'urne qui arrive là-bas n'est peut-être pas l'urne que vous avez, avec laquelle vous avez fonctionné dans le bureau de vote. Après les élections, il y a justement le problème d'acheminement, la manipulation des procès-verbaux. Et ensuite, cette fameuse Cour constitutionnelle qui est toujours le dernier rempart, qui peut annuler des bureaux de vote comme elle veut. Vous avez quel pouvoir là-dessus? Voilà. Et pire, on a vu en 2016, pour la première fois dans l'histoire politique du Gabon, quand les gens ont dit, OK, d'accord, où sont les procès-verbaux? Faisons un recomptage. D'abord, moi, je ne crois pas à l'idée qu'un recomptage valable se fait à partir des procès-verbaux. Ça n'a aucun sens.
Un recomptage veut dire qu'on doit préserver le vote individuel de chaque Gabonais. C'est ça qu'on recompte. On ne recompte pas les procès-verbaux. Mais on a entendu quand même Mboranto vous dire que, oh, même si on voulait recompter, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a brûlé tous les bulletins de vote. On n'a plus que les procès-verbaux. Mais dans quel pays on fait ça? Les bulletins de vote, ça doit être comme une bibliothèque nationale. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir retrouver les bulletins de vote de je ne sais pas quelle période, qu'on peut vérifier, qu'on peut même permettre à des universitaires d'étudier, parce que la mémoire nationale, c'est quand même l'histoire du pays qu'on brûle là. On doit être capable de dire, oh, il y a des archives quelque part. Un intellectuel qui se spécialise dans la constitution, les systèmes de vote, doit être capable d'aller analyser tout ça pour retracer l'histoire politique de notre pays et peut-être même arriver à suggérer des solutions intellectuelles, mais qui vont alimenter les processus politiques chez nous. C'est ce qui se passe ailleurs. Il y a des spécialistes de la Constitution, des spécialistes des élections, mais des réflexions qui amènent généralement à trouver des procédures qui alimente la manière dont fonctionne un pays sur le plan politique. Donc, dans ce contexte où vous ne maîtrisez rien, ni en amont, ni pendant le vote, ni après le vote, où est-ce que vous pensez que votre dialogue là va vous amener au final? Et voilà pourquoi les Gabonais se posent des questions. Parce que dès lors que nous, en tant qu'humains, nous constatons que les dialogues n'ont jamais rien donné au Gabon. Les élections n'ont jamais rien donné au Gabon parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans un contexte où les institutions sont suffisamment permissives pour permettre une victoire du vrai gagnant à l'élection. Ça veut dire que les urnes, comme on l'a dit dans notre annonce, les urnes ne seront jamais la solution pour le Gabon tant que les Bongos sont au pouvoir. Et alors se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour y arriver. Mais la dernière chose à utiliser comme méthode, c'est de répéter ce qui est devenu comme une chansonnette aujourd'hui. Que, oh, ce sera par des élections que peut-être que l'élection peut servir de déclic, donc allons-y encore une énième fois, alors que vous avez déjà 93, 98, 2005, 2009 et finalement 2016, qui vous prouve qu'il n'y a aucune combinaison que vous puissiez imaginer aujourd'hui qui puisse faire que l'élection soit un canal pour arriver au final à imposer votre volonté simplement par la force démocratique des urnes. Le contexte n'est pas permissif pour cela. Mais ce qu'il vous reste en tant qu'humain, c'est que quand vous êtes répétitivement confronté à la même réalité et vous avez essayé la même chose à chaque fois, vous essayez un peu de changer la manière de faire, la manière de procéder. Et aujourd'hui, pour nous, au BDP, la question n'est pas de dire, comme les gens veulent simplifier, ouais, si vous ne participez pas, ça veut dire que vous boycottez, mais le boycotter, c'est aussi permettre au régime de frauder. Nous, on dit, mais en réalité, ce n'est pas ce que nous, on dit. Nous disons que participer à une élection perdue d'avance, c'est aller voter pour les Bongos, quelle que soit la configuration. Mais nous disons aussi que le boycott, c'est laisser le champ libre aux Bongos. Donc, en réalité, l'élection et le boycott, c'est la même chose pour nous. Mais nous, on ne parle pas de boycott. Nous disons qu'une opposition responsable devrait pouvoir se dire, mais si le vote n'a jamais marché, ça fait 33 ans qu'on essaie. Peut-être que le moment est venu de poser le vrai débat, qui veut dire qu'aucune élection ne doit plus se tenir au Gabon tant que nous n'avons pas mené à la réforme. Donc, le fin mot, c'est la réforme. Et donc, quand vous allez discuter avec le régime, aujourd'hui, il ne vous invite pas pour discuter de la réforme. Il vous invite pour discuter des petites préoccupations comme, OK, les listes électorales, les machins. Mais en réalité, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ça qui fortifie la capacité des Gabonais à faire valoir leur vote. Donc, nous, on dit qu'en réalité, le devoir de réforme est le plus urgent. Ça veut donc dire que si l'opposition avait réellement quelque chose à faire aujourd'hui, ce serait de dire, écoutez, voilà exactement ce que nous voulons. Réforme avant l'élection. L'élection ne peut pas se tenir sans réforme 1, réforme 2, réforme 3. S'il y a un mémorandum à faire, s'il n'y a que celui-là qui doit dire au régime, voilà ce que nous posons comme condition pour cette élection.
Et nous vous donnons tel délai. Ça s'appelle un ultimatum pour remplir ces conditions. Voilà le canevas que nous voyons pour la réforme. Et si ce canevas, cette proposition n'est pas acceptée comme telle qu'elle, c'est-à-dire que nous n'acceptons même pas qu'on modifie une virgule dans ce que nous voulons, nous savons ce que le peuple gabonais veut. Les Bongos vont vouloir ajouter une virgule, un point. Et cette virgule et ce point vont être ce qui va empêcher la transparence des élections. On ne doit pas l'accepter. Donc, en fait, il faut imposer sa volonté. Et cette volonté, elle est imposable parce qu'encore une fois, d'autres l'ont fait. Tous les peuples du monde sont capables de la même chose. Je refuse de croire qu'au Gabon, nous soyons les seuls à ne pas être capables de dire, écoutez, messieurs, la danse est finie, on va devoir parler franc. Et si ça veut dire une confrontation politique, on va y arriver. Le peuple gabonais est prêt. Il faut donc simplement organiser cette manière de concevoir de la chose politique parce qu'en réalité, la solution ne se trouve pas ailleurs. Alors, si on va aux élections, et là, je le dis avec beaucoup de tristesse, chaque acte que nous poserons dans cette élection servira à entériner cette élection. Et alors, il sera inutile d'aller à la communauté internationale parce que la communauté internationale, elle se moque généralement des Gabonais, hein, attention. Parce que vous voyez, l'élection est un canevas juridique en elle-même. Et en matière de droit, on peut avoir un accord verbal ou un accord écrit. Mais on a aussi un accord par l'acte. C'est-à-dire que si le régime dit on va organiser l'élection, voilà les conditions de l'élection. Quand j'accepte d'y participer, j'ai fait la même chose qu'avoir signé l'accord, qui dit que j'accepte comme bonnes les conditions. Donc, quand après je vais me prendre que, oh, il y avait la fraude, mais la communauté internationale va vous dire, mais, messieurs, soyez sérieux. Avant l'élection, vous saviez exactement ce qu'on vous proposait. Quand vous y avez participé, vous saviez exactement les conditions. Vous ne pouvez pas venir par la suite dire, oh, il y avait la fraude, machin, allez, foutez le camp. Et généralement, ils vous renvoient chez vous gentiment. Ils ne vous diront pas avec des mots durs, foutez le camp, mais ils vous diront, oui, on vous a entendu, on verra ce qu'on peut faire. Mais en réalité, c'est une manière gentille de vous dire, foutez le camp. Alors, donc, chers amis, ce sont là les réalités que nous, on a envie sur lesquelles on a envie d'attirer l'attention des Gabonais. Il y a aujourd'hui une réalité qui est face à nous. Participer, boycotter, c'est donner la victoire au Bongo. Mais empêcher l'élection reste encore une option. Il suffirait que notre opposition se décide d'écouter, plutôt qu'un mémorandum comme ça, essayons peut-être de faire un mémorandum contraignant. Celui-là qui va contenir les conditions peut-être de cette crise politique qui n'existe pas encore au Gabon, qu'on appelle crise politique de nom, mais qu'il faut créer, parce que c'est dans la crise, en réalité, que naissent les solutions. Sans cette crise, sans ce bras de fer, nous n'aurons pas la réforme. Et pour obtenir la réforme, il faut organiser le bras de fer, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'arrêter là et revenir donc à Monsieur le Président. Je ne sais pas qui avait la parole, mais Monsieur le Président, oui, parce que je crois qu'on s'achemine vers la fin. Donc, peut-être qu'on va faire une toute dernière intervention et ensuite, on ira au mot de la fin. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et toutes mes félicitations pour toutes ces interventions. Je crois que les Gabonais vous suivent et que les Gabonais comprennent le message que vous êtes en train de leur adresser. Je voudrais, pour terminer, déclarer que moi, en tant qu'individu, peut-être pas en tant que président du mouvement de redressement national, d'après ce qui m'avait été dit, je m'étais donné comme consigne de ne pas prendre part à ce genre de débat. Il n'aboutit absolument pas à résoudre les problèmes des Gabonais. Nous avons fait la conférence nationale. Le problème, c'est que lorsque vous avez proposé la rédaction des textes, mais avant la publication de ces textes, ceux qui les mettent en forme retirent très souvent des passages suffisamment importants. Et quand vous reprenez le texte, vous ne vous y retrouvez pas. Et voilà pourquoi nous,
nous pensons que les dialogues, les rencontres multiples, telles que cela a été évoqué tout à l'heure, n'ont pas permis au peuple gabonais d'accéder à de meilleures conditions de vie. Dialogue, tant que vous ferez le dialogue, moi j'ai baptisé ça dans le temps, les grands-messes. Les grands-messes. Parce que je partais, si vous refouillez les articles du mouvement, du SAMU, je ne fais pas ça publicité. Oui, mais SAMU, oui, SAMU. Le journal ne sort plus depuis un certain temps, sauf si je ne suis pas bien informé. Hein? J'appelais ça les grands-messes des membres des loges. Pour moi, c'était une façon d'officialiser leur obéissance à leur chef, d'une façon officielle, de proclamer leur soumission à leur chef. Car au sortir de cela, le peuple n'en tirait absolument rien du tout. Donc aujourd'hui, on vous ressort d'ailleurs le plus curieux, Monsieur le Président, c'est que c'est l'opposition gabonaise qui a demandé ce dialogue. C'est l'opposition gabonaise qui a déposé le mémorandum au ministère de l'Intérieur et à la Cour constitutionnelle pour solliciter le dialogue. Le pouvoir n'a fait qu'accepter et donner la date du 13 février. Bon, c'est le même cas de la désignation des membres de, je crois qu'on appelle ça, le CGE. CGE, oui. Le CGE, c'est l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation, enfin, des membres de ce groupe. Mais c'est comme si c'est l'opposition qui aujourd'hui guide le pouvoir. Parce qu'en le rappelant à la Cour constitutionnelle que le ministère de l'Intérieur n'aurait pas convoqué les partis politiques, c'est comme si c'est l'opposition qui rappelait au ministre de l'Intérieur ses propres obligations. C'est le deuxième cas qui arrive aujourd'hui, que ce soit l'opposition qui sollicite le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle pour que le dialogue puisse se tenir. Mais on se demande si, comme vous l'avez dit là, ces rencontres ne servent pas à envisager le partage du pouvoir, si ces rencontres ne servent pas à calmer le peuple déçu, si ces dialogues n'ont pas pour objectif de maintenir en place le même système. Nous avons dans le passé demandé, je crois aux années 2014, si nous voulons sauver le Gabon, sauf si certains n'aiment pas le Gabon, si certains ne sont pas gabonais, que nous devrions aboutir à la transition. Et la transition voudrait que ceux qui occupent des postes aujourd'hui les libèrent, qu'on crée des structures transitoires et que ces structures transitoires élaborent les nouveaux textes, c'est-à-dire une nouvelle constitution, les nouveaux textes de base des institutions et revoir cette fameuse Cour constitutionnelle. Comment la Cour constitutionnelle se permet aujourd'hui de prolonger les mandats? Comment la Cour constitutionnelle se permet de prendre des décisions qui sont du niveau de l'exercice de la souveraineté du peuple gabonais? Non, il faut revoir, il faut reprendre cette Cour constitutionnelle pour essayer de réduire ce pouvoir qui dépasse largement les pouvoirs d'une institution, parce qu'elle se passe maintenant pour une institution au-dessus même de la présidence de la République. Or, le président de la République est censé être élu par le peuple. Et le président de la Cour constitutionnelle
n'est que nommée. Elle ne peut pas avoir de prérogatives allant au-dessus du chef de l'État. Elle ne peut pas avoir de prérogatives allant au-dessus du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, qui ont leur légitimité. Donc, il faut qu'on se retrouve dans une transition qui permet à ce moment-là de mettre en place de nouveaux textes et d'envisager de nouvelles structures capables de diriger le pays sous la supervision du peuple gabonais. Mais organiser les dialogues avec Ali comme président, avec les autres premiers ministres et autres, mais vous n'obtiendrez rien de consistant permettant au peuple gabonais de pouvoir sortir de la situation actuelle. C'est ce que moi je peux dire. Quand on parle de dialogue, est-ce que le dialogue pour eux est une occasion de nouvelles corruptions? Parce qu'il ne faut pas l'écarter. Certains qui connaissent le système peuvent demander qu'il y ait dialogue pour permettre de corrompre l'ensemble des acteurs. Dans l'autre jour, je disais que quand Omar recevait certains partis, enfin les partis politiques, à la sortie de sa rencontre, ils prenaient des enveloppes. Chacun prenait une enveloppe. Ben, je qualifiais ça de corruption douce, parce que tout ce qui n'est pas prévu dans la loi et qui se fait de cette manière devient de la corruption. Devient de la corruption. Donc, il faudrait que nous évitions tout ceci. Et quand on crée un dialogue, ce sont des petites opérations qui s'effectuent au vu, au su de certains membres. Moi, je tiens à vous remercier parce que vous donnez l'occasion, et à vous-même, et à nous autres, de pouvoir nous adresser au peuple gabonais pour pouvoir lui dire de renforcer sa vigilance. Parce que le point culminant a été les massacres qui ont eu lieu au QG du président Jean-Pierre. Bon, des personnes comme nous autres, qui nous sommes engagés très jeunes, ça fait 40 ans que je mène ce combat. Mais je le mène, pas pour moi, parce que j'aurais pu faire comme les autres, mais je le mène pour le peuple gabonais. Mais ceux qui estiment que je ne dois pas le faire ou je ne devrais pas le faire doivent savoir qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas à la disposition du peuple gabonais. Suivez ce qui se passe à la tête de l'État aujourd'hui. On ne vous parle que des milliards détournés, des milliards et des milliards de francs détournés. Et regardant les routes défoncées, regardant les entreprises d'État qui ont totalement disparu, enfin, sauf peut-être la GOC. Hein. Mais rien ne semble fait aujourd'hui pour servir le peuple gabonais, pour lequel nous nous battons. Et nous ne pourrons qu'encourager certains qui acceptent l'initiative que nous avons lancée en 1981, le mouvement de redressement national a posé cet acte pour que le peuple gabonais, nous demandions au départ le retour au multipartisme pour une alternance pacifique au pouvoir. Une alternance pacifique au pouvoir. Nous demandions l'éveil de la conscience nationale. La conscience nationale pour que les Gabonais se rendent compte que ce pays est à eux. Ils doivent le gérer, ils doivent l'organiser. Et le mouvement de redressement national demandait l'épurement des mœurs. Il fallait un peuple ayant une grande moralité, un peuple saint, un peuple honnête, un peuple respectant l'homme. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que le mouvement de redressement national a eu tort depuis que nous vivons toute cette période-là.
Mais nous disions, voilà pourquoi je dis que le PDG s'organise très bien, mais nous disions dans le manifeste que tout Gabonais est pris des principes ci-dessus et membre du mouvement de redressement national. Mais la plupart de tous ceux qui sont sortis du PDG, chacun d'entre eux a créé son parti politique pour répondre aux soucis du pouvoir, diviser pour mieux régner. Mais nous le ferons, ils le feront pendant des années. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité sera là, toujours là, en face d'eux. Je vous laisse beaucoup de courage. Que vous faites ce travail-là depuis très longtemps et que le peuple, je pense, vous écoute et vous suit. Président Mongara et M. Henri Omba, je vous remercie de m'avoir associé à la causerie de ce soir, même si je n'ai pas rendu ce que j'aurais pu rendre, mais j'étais content d'avoir été avec vous. Bonne soirée. Ce ne sera que... On ne peut pas tout dire malheureusement en une soirée. Je suis sûr qu'on va continuer, hein, thème par thème, à décortiquer, on va dire, le puzzle politique national. Voilà. Donc, merci, Monsieur le Président, pour ce mot de fin qui était très émouvant d'ailleurs, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien écouter hein, les histoires du Morena et de comment vous êtes arrivé quand même à poser les premiers problèmes. Et ce pan de l'histoire a besoin encore d'être écrit aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment écrit là-dessus. Donc voilà, monsieur, on va à votre mot de fin et puis je vais conclure l'émission. Oui, docteur, merci encore. Moi, je vais revenir un peu sur la partie que développait monsieur le président Bongonessi sur la vigilance et l'éveil de conscience nationale. C'est vraiment des mots hein, qu'on devrait décortiquer aujourd'hui pour savoir exactement le sens de ces mots. Nous devrions expliquer ça au peuple gabonais. Parce que nous avons des trompeurs qui nous séparent du peuple. Ils s'interposent. Pendant que nous, on essaie de faire passer un message au peuple, eux, ils s'interposent pour dire le contraire. Mais c'est seulement aux Gabonais d'avoir le discernement. Pour dire, par exemple, lorsqu'on leur dit « nous allons prendre le pouvoir sans effigie de sang », ça, c'est déjà le mensonge. S'ils pensent que c'est réel, c'est qu'ils se trompent. Parce que sans effigie de sang, Jean Ping n'a pas sorti les gens dehors pour aller dans une révolution et pourtant il y a eu des morts dans son QG. Vous voyez? Donc, c'est une parole vaine. Dire qu'on va nous donner le pouvoir sans effigie de sang. Un intellectuel gabonais, même les jeunes étudiants gabonais savent déjà que c'est du mensonge. Ajoutez à cela des assassinats quotidiens de circulation de, je ne sais pas, de voitures. On est en circulation et puis il y a des accidents, les gens meurent. Ces décès-là, ce sont les décès causés par le parti au pouvoir. Ils nous combattent tous les jours. On meurt d'accidents de circulation parce que les routes ne sont pas faites. Voilà pourquoi il y a des accidents. Les gens meurent dans les hôpitaux. Ça, c'est encore une autre technique de combat pour combattre le peuple. Les gens meurent dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les bongos ne construisent pas d'hôpitaux et n'équipent pas les hôpitaux. Nos enfants sont refoulés dans les universités sur le plan international parce que le système éducatif est tombé très bas. Et là, c'est un autre degré d'assassinat. Et là, c'est toujours les bongos qui nous combattent dans ces techniques-là. Est-ce que nous allons continuer à écouter ces gens-là qui vous disent « Oh, sans effigie de sang, on ne veut pas que ce peuple coule encore de son sang. » C'est pour nous endormir. Il y a eu des morts au Burkina Faso, mais ils ont pris le pouvoir. Il y a eu des morts en Guinée, mais ils ont pris le pouvoir. Il y a eu des morts au Mali, mais ils ont pris le pouvoir. Parce que ce langage adoucissant, apprivoisant, qui fait en sorte que le peuple ne fasse plus rien, mais ils consolident leur pouvoir. Ils sont en mission, ils reçoivent leur argent pour cette mission-là. Ils n'ont aucune pitié du peuple gabonais. Mais le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités et écouter le langage
qui sied à son intelligence, qui ne se laisse pas tromper par ces gens. Donc, le BDP vous attend. Si vous décidez autrement, c'est-à-dire si vous rejoignez notre idéologie, on vous attend. On démarre tout cela comme on l'a fait en 1990. Comme on l'a fait en 1990. Voilà pourquoi je dis souvent quand les gens disent le peuple gabonais est trouillard. Je dis non. Il est mal conseillé par des gens qui l'approchent avec de l'argent. Nous, on l'a vu en 1990, le courage du peuple gabonais. Donc, je rappelle, mes frères et sœurs gabonais, de développer un peu plus de vigilance et de discernement pour éveiller leur conscience. Et le BDP sera toujours là pour s'entretenir avec son peuple. Donc, docteur Mangara, je pense que ce sera mon dernier mot. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, monsieur Onva. Merci. Et merci beaucoup à monsieur le Président. Je crois que les Gabonais qui nous ont écoutés ce soir sont édifiés parce que moi, j'ai cette tendance à penser que tous les problèmes ont tendance à avoir une solution. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous pensons qu'il n'y a pas de solution qu'en fait il n'y a pas de solution. Il faut juste savoir peut-être poser le problème pour trouver la bonne solution. Mais en même temps, un problème qui n'est pas posé ne peut être résolu parce que ça encore, il faut le savoir. Pour résoudre un problème, il faut le poser d'abord pour qu'on le comprenne dans toutes ses dimensions. Nous avons parlé de beaucoup de choses ce soir. Par exemple, monsieur le Président nous a rappelé le problème de la France. Nous avons insisté sur également le problème des bongos. Nous avons là deux problèmes, deux équations à résoudre qui nous demandent simplement de savoir comment aborder ces problèmes-là. Moi, j'ai envie de dire que je tiens sur la France, je tiens sur la France le même raisonnement que celui que je tiens pour les bongos. Ce raisonnement est simple. Les bongos n'abandonneront pas le pouvoir au Gabon sans y être forcés. Et le même raisonnement nous dit, la France n'abandonnera pas le Gabon sans y être forcée. Ce sont là deux réalités qui nous interpellent, qui nous regardent dans les yeux et qui nous posent en réalité la bonne équation, c'est-à-dire, puisque nous savons qu'il y a un problème France et un problème Bongo, comment est-ce qu'on fait pour y mettre fin? Mais je dis encore, les Gabonais ne sont pas tombés de la planète Mars. Nous ne sommes pas des humains qui ont été créés à part, hors de l'histoire des humains. Les vérités humaines sont millénaires. La jante humaine a commencé à prendre forme il y a des millions d'années. L'homme moderne que nous sommes, qui est sorti d'Afrique pour s'éparpiller dans le monde, on lui donne à peu près 100 000 à 150 000 ans seulement. Mais pendant toute cette période, les humains ont procédé de la même manière. Vous avez un chef que vous n'aimez pas, si c'est le caillou qui est votre arme, vous lui damez le caillou sur la tête, celui-là il est terminé, vous avancez. Vous changez les pouvoirs par des coups d'État parce que c'est la réalité du monde. Quand il y a un dictateur, on s'en débarrasse. Et depuis que nous sommes un peu plus, on va dire, civilisés, on a aussi vu que les peuples peuvent être des armes redoutables. Les grandes révolutions, que ce soit en Russie, en Pologne, j'en sais rien. Les Français eux-mêmes, ils ont dû décapiter leur roi lors de la Révolution française. La formule a toujours été la même. Et cette vérité humaine ne va pas changer avec le Gabon. Je suis désolé. Et j'ai aimé que M. Onva nous rappelle à cette réalité que la violence, nous sommes a priori en tant qu'opposition nationale des hommes et des femmes qui allons aborder le problème du Gabon avec l'esprit de non-violence. Mais quand on dit nous sommes non-violents, ça ne veut pas dire que l'équation elle-même, elle est non-violente. Parce que la violence peut s'abattre sur vous. Pourquoi? Parce que le régime, même quand vous êtes pacifique dans la rue, là, en train de revendiquer avec des pancartes, le régime, lui, voit cette pancarte comme une arme.
contre sa survie, dirigé contre sa survie. Et il va essayer de faire de la répression. Voilà pourquoi on a perdu des jeunes comme Mbouloubeka. Mbouloubeka n'avait aucune arme sur lui, mais pourtant on l'a tué avec une arme, une balle. Monsieur, on va nous a rappelé 2016 avec Jean Ping. Les opposants étaient tranquillement au QG, mais quand même, le régime a trouvé le temps d'aller bombarder, attaquer avec des armes, des balles. La réalité humaine, elle est là. Si les Burkinabés l'ont fait, à mon avis, c'est que les Gabonais peuvent aussi le faire, à leur manière, mais ils peuvent le faire. Si les Maliens l'ont fait, les Gabonais peuvent le faire. Si les Guinéens l'ont fait, les Gabonais peuvent le faire. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme dans les questions humaines. Les questions humaines sont d'abord des questions de cerveau. Chacun doit réfléchir à son équation et la résoudre avec la force de son cerveau. Voilà pourquoi en contexte militaire, on parle de règles de l'engagement. Vous étudiez votre adversaire et vous savez donc comment l'abattre. Tout n'est pas de disposer de la force, on le voit aujourd'hui hein, quand on parle un peu de la Russie. La Russie a toutes les armes du monde possible, mais on voit qu'elle-même ne sait pas les utiliser pour gagner une guerre simple. Et de l'autre côté, on voit que les Ukrainiens n'avaient pratiquement rien. Et au début de la guerre, même quand ils demandaient des gros avions, les Américains leur ont dit « Mais non, ce n'est pas nécessaire. » Parce que ce que les avions vont accomplir, c'est simplement protéger votre espace aérien. Mais vous avez nos javelins, nos Stinger, ils font exactement la même chose. Et on a vu aujourd'hui, l'aviation russe n'arrive même plus à pénétrer le territoire ukrainien non occupé parce qu'ils ont peur. Ils ont déjà perdu trop d'avions. Les Ukrainiens ont dit, oh, donnez-nous les armes, l'artillerie qui peut taper à 300 km. Les Américains disent, calmez-vous. On va vous donner 18 HIMARS. Parce que cela tire à 70 km. Et les Russes n'ont que des trucs qui arrivent à 40-50 km. Donc, vous allez pouvoir être capable de déranger leur arrière, leur stock. Avec 18 HIMARS, ils ont bloqué l'avancée des Russes. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la quantité qui compte. Quand on fait une guerre, on étudie les forces et les faiblesses et c'est comme ça qu'on travaille. Aujourd'hui, c'est clair, monsieur le président est là. Il vous parle ce qu'on dit aujourd'hui depuis des années. Mais on sait que les gens disent, oh, Bongo n'a pas d'argent. Et on ne le suit pas parce qu'il n'a pas d'argent. Et pourtant, voilà un homme qui aurait pu faire le travail national pour nous. Il parle le langage des jeunes. Il parle le langage de libération nationale depuis très longtemps. Mais on ne le suit pas. Et pourtant, quand on dit Bongo n'a pas d'argent et on ne le suit pas, mais en fait, vous avez déjà vous-même articulé la solution. Trouvons les moyens de donner de l'argent à Bongo pour que peut-être Bongo nous conduise à la terre promise. Vous voyez, et la solution, elle est là. Je ne parle pas de nous. Mais demain, M. Bongo et nous pouvons dire on va travailler ensemble pour arriver à cette finalité. Mais on sera toujours bloqué, quelles que soient les stratégies qu'on aura, tactiques, stratégiques. Si on n'a pas les moyens de notre politique, on n'y arrivera pas. Mais quand on dit à Gabonais cotiser, mais ils oublient qu'en réalité, le seul jour où vous renoncez à votre bière, le petit 500 francs que vous pouvez mettre dans une caisse pour votre libération, c'est un gros investissement qui peut permettre cette libération et donner les moyens de leur lutte à ceux comme nous, M. Bongo, qui parlons d'un changement, on va dire, responsable de la part du peuple gabonais lui-même. Donc, nous vous laissons avec ce message pour vous dire, les règles sont simples. La situation, elle est en fait simple, c'est nous qui la compliquons. Et aujourd'hui, nous vous avons livré un message qui vous interpelle pour dire, en réalité, si le Gabon doit changer, c'est parce que nous-mêmes, on aura voulu le changer. Ce ne sera pas les Français qui vont venir le changer à notre place. Ce ne sera pas la communauté internationale qui viendra le changer à notre place. Le Gabon ne changera que parce que nous-mêmes, on l'aura voulu. Voilà. Donc, merci à tout le monde pour votre patience et votre écoute. Nous reviendrons à vous probablement la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bonne fin de soirée, bonne fin de week-end. Et à la semaine prochaine. Donc, au revoir tout le monde. Bye. Bye bye. Bye. So, bye bye.
OK, bye. Bye bye. Bonsoir, Monsieur le Président. Au revoir. Merci pour OK. pour le travail que vous faites. Tout le monde ne voit pas toujours la fin, mais il faut avoir le courage d'avoir commencé.